Bienvenue au podcast Oser l'amour. Donc, nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. À chaque début d'épisode, je dis la même chose. Ils sont tous particuliers, donc il va falloir tous les regarder. Et aujourd'hui, ma compère et mon amie, j'allais dire de toujours, parce que c'est comme si on se connaissait depuis plusieurs vies, donc Amel Damani. Merci d'être là, Amel. Oui, pure joy. Voilà. Avec grande joie. On adore partager ces moments-là, parce que souvent, quand on est avec Amel en discussion profonde, on se dit toujours, tiens, ça serait intéressant de partager ça aussi dans le cadre du podcast. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire encore aujourd'hui. Vous avez adoré le dernier, les deux derniers d'ailleurs, les deux derniers. Et donc, dans nos agendas très chargés, parce qu'Amel et moi, on était contentes aujourd'hui de pouvoir se retrouver. On a des vies qui sont bien remplies. Et on est content de pouvoir vous livrer de nouvelles informations, peut-être qui vont changer votre vie. On le souhaite. Avant de commencer, je veux juste savoir comment tu te sens, Amel. Chill, relaxed. Let's go. On a des choses à partager. Ok, let's do that. Ok. Est-ce que tu veux que je démarre? On va dans le vif du sujet. Ouais, Première question. Bien sûr, ouais. Ok. Anissa, tu étais une femme puissante dans un système qui te réussissait déjà. D'accord? Au bout d'un moment, tout a explosé. Parce que tu es quand même une ancienne banquière, un mentor spirituel. Qu'est-ce qui fait le grand écart? Ça vient d'où? C'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent que j'étais banquière avant. Voilà, j'ai été banquière pendant 15 ans. J'y suis rentrée par erreur. Il y avait de la lumière. Et cherchais une commerciale. Je suis arrivée à l'âge de 21 ans. Et à l'époque, dès le premier jour, en fait, j'ai détesté la banque. Mais j'y suis restée pendant 15 ans. Par amour pour mon père. Voilà. Oh. Donc ça, c'est important que je le dise. Parce que quand j'ai commencé, j'ai pas aimé. Je suis vraiment partie en dépression quasiment la première semaine. Mais à 21 ans, je crois que j'étais la première de ma famille à entrer dans une institution dite prestigieuse ou officielle. Et donc, mon père m'a justement dit, et à juste titre, j'ai quand même beaucoup appris pendant ces 15 ans, il m'a dit « Sobré ». Le fameux « Sobré ». Et ceux qui ne sont pas arabophones? Il m'a dit « Sois patiente ». La patience. Et il m'a dit « Voilà, tiens bon, quand on rentre dans une banque, c'est quelque chose d'important ». Et donc, j'ai tenu la première semaine, le premier mois. Et au bout d'un an, j'étais déjà en dépression, après la première dépression, au cas où j'avais pas compris la première semaine. Et je suis partie voir mon père et je lui dis « Papa, je crois que je vais faire quelque chose qui me plaît. Je vais faire un FONGECIF. FONGECIF, tu sais, tu peux demander une année à ton entreprise pour pouvoir faire quelque chose que tu aimes. Et ils financent ça. Et en fait, je voulais être soit décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur ou habilleuse pour le cinéma. Et donc des métiers artistiques. et mon père, il m'a dit non, c'est pas des métiers en fait dans lesquels voilà, c'était pas connu à l'époque encore. Hein, c'était dans les années 2000. Il y avait pas Valérie Damido à l'époque. Et en fait, il m'a dit attends encore. Et j'ai attendu. Et après, donc j'ai gravi tous les échelons, j'ai envie de dire. Je suis passée de l'accueil à conseillère, et puis après conseillère, je suis passée dans le pro, et puis je voulais devenir directrice d'agence, mais je crois qu'après, la banque m'a dit, on a été jusqu'où là on pouvait aller, après il faut qu'on arrête. C'est comme ça que j'ai fait un burn-out, mais j'étais une banquière très atypique, puisque j'étais blonde, les cheveux raides, des lentilles vertes, et j'avais des tenues, je pense que quand les gens arrivaient à la banque, ils se disaient, on s'est trompé de lieu. Voilà. Donc, il y avait déjà quelque chose où je me sentais pas tout à fait à ma place. Par contre, j'ai excellé à la banque. Franchement, j'ai été une des meilleures conseillères, vendeuses. Parce que déjà, à l'époque, ce que j'aimais, c'était les gens. Donc, et une fois que j'arrivais à faire quelque chose au niveau de la vente qui était assez simple pour moi, qui était de vraiment discuter avec les gens et de voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. J'étais déjà une enquêtrice à l'époque, parce que je suis devenue enquêtrice par la suite, au niveau de la guérison. J'étais enquêtrice, et dès qu'ils me disaient quelque chose, on vient d'avoir un enfant, je suis voilà, on vient d'ouvrir un livret, on part en vacances, prenez la carte, etc. Donc les gens m'aimaient, me faisaient confiance, parce que je leur proposais toujours quelque chose qui était aligné. Et moi, je faisais mes chiffres à la banque. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à une femme qui nous regarde et qui se reconnaît, qui se dit, je suis dans un métier qui est dit prestigieux, ou par rapport à sa lignée, elle a un statut social, et tout lui réussit sur papier, tout a l'air magnifique. Waouh, elle a étudié, elle a avancé, elle a un poste à responsabilité. Ça marche, parce que ça fonctionne. Tu as dit, voilà, tu es excellente en banque,
Mais à l'intérieur, il y a un truc. Bon, elles sont peut-être pas en blonde. Les lentilles. Je suis redevenue brune après. Je suis redevenue brune après. Tu vois, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces femmes-là qui se sentent presque piégées, en fait, dans la propre narration qu'elles ont choisie ou qu'elles disent avoir choisie? En fait, sur les 10 dernières années, donc je suis devenue mentor spirituel, on verra comment, mais sur les 10 dernières années, j'ai eu beaucoup de femmes qui me ressemblaient de l'époque de la banque. C'est des femmes qui étaient employées ou cadres sup, et qui venaient me voir parce qu'elles se reconnaissaient justement dans mon parcours. Et souvent, c'est comme si, en tout cas je vais parler que de moi, j'ai été programmée depuis ma naissance à cocher des cases. Et ces cases-là étaient censées me rendre heureuse, tu vois. Je me suis dit qu'en rentrant à la banque, en me mariant, en ayant un enfant, en ayant le 4x4, c'était une garantie pour moi d'être heureuse. Et en fait, comme j'ai coché tout ça, et à la fin, en fait, j'étais toujours pas heureuse. Et d'ailleurs, pendant tout le parcours, j'avais l'impression, en fait, qu'il y avait quelque chose de très superficiel dans ce que je vivais. Je n'arrivais pas à aller en profondeur de moi-même, mais je ne savais même pas ce que je cherchais. Hein. J'ai des femmes aujourd'hui qui sont CEO de grandes entreprises et qui viennent me voir et qui me disent « Je ne sais pas ce que je veux. Je n'arrive pas à savoir pourquoi je ne suis pas heureuse. » Moi, je leur dis souvent, je dis parce que selon la culture dont on parle, moi je suis de culture maghrébine. La culture maghrébine, on est beaucoup dans le système clanique. Il n'y a pas le système, Jung, il appelle ça le système d'individuation. C'est-à-dire que quand tu commences vraiment à voir quels sont tes propres besoins. Et moi, ce processus-là, je ne l'ai eu qu'après mon burn-out, donc à la banque. À l'âge de 35 ans, j'ai eu le divorce et le burn-out. Et c'est à ce moment-là, je me suis posé la question, mais qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment en dehors de ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire pour être heureuse. Et c'est ça le point. C'est qu'on ne se connaît absolument pas. On ne sait absolument pas ce qui se joue dans l'invisible. Quand je dis l'invisible, je parle pas des esprits ou des choses comme ça. Non, moi, je suis très spécialisée dans tout ce qui est transgénérationnel, mais tout ce qui est aussi inconscient, au final. Quelle est la véracité, quels sont les choix que nous faisons aujourd'hui et la véracité de ces choix? Est-ce qu'on les fait vraiment? Est-ce que moi, aujourd'hui, je voulais vraiment être à la banque? Est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que je l'ai fait pour faire mon père, pour faire plaisir à mon père? Est-ce que c'était mon destin ou est-ce que j'étais programmée à ça? C'est toutes des questions que je me suis posées par la suite, mais finalement, c'est des questions profondes. Il y a énormément de gens qui vont dire « Oui, mais tu te poses trop de questions. » Mais en fait, ces questions-là, on se les pose réellement, mais il n'y a pas de personne pour y répondre. C'est peut-être ça le vrai sujet, tu vois. Ok. Et ces personnes qui se posent la question, qui se disent « Ok », ou je sais pas, qui ont un lien particulier. Je vais prendre mon exemple. J'ai un lien particulier avec ma tante, une de mes tantes maternelles. Et puis, en discutant un jour avec ma famille, je me rends compte que ma mère a eu la même chose avec sa tante. Donc, finalement, il n'y a rien de... Il y a des petits indices comme ça qu'on va voir tout du long. Et ce que tu es en train de dire, c'est que rien n'est vraiment au hasard. On dit avoir choisi et quelle est la limite de nos choix consciemment. Ce travail-là, pour ceux qui se posent la question du transgénérationnel, ceux qui se posent la question du en quoi ça va me servir de savoir le transgénérationnel, à quoi ça me sert, tu leur réponds quoi, Anissa? En fait, tu vois, ça fait maintenant quelques temps qu'on fait un travail de mémoire. Moi, quand j'étais plus jeune, on me disait ce travail de mémoire, mais je dis pourquoi il faut aller chercher le passé? À quoi ça sert? Et d'ailleurs, les anciens, c'est un fléau. Moi, j'ai mes parents qui sont actuellement à la maison. Je les ai fait venir exprès pour faire ce travail-là, parce que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet et que c'est vraiment devenu quelque chose de très fin pour moi, d'aller regarder qu'est-ce qui se joue dans mon histoire par rapport à l'histoire de mes parents. Et quand je les écoute parler, je vois tout de suite maintenant là où ça se joue dans ma réalité. Et quand moi, je leur posais des questions au début, quand je faisais ce travail-là, mes parents ils me disaient « Mais pourquoi tu remues le passé ?» Les 3/4 du temps, on est face à des mutismes en fait familiaux, parce que les gens ont tellement souffert, il y a eu des guerres, il y a eu des famines, il y a eu plein de choses. Et donc, si on remue ça, pour eux, c'est remuer une souffrance. Pour eux, c'est arrête de me faire souffrir, c'est déjà passé, on n'en parle plus. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est en libérant la parole qu'en réalité, le cycle s'arrête. Parce qu'il y a bien un cycle. C'est-à-dire ce que mes parents ont vécu et tuent. Moi, je vais le récupérer. Mes enfants vont le récupérer. Et ça va se transformer, en fait, en lien invisible. Parce qu'on parlait de hasard tout à l'heure, le hasard n'existe absolument pas. Zéro. Je ne sais pas qui disait ça, il disait que tout ce qui est inconscient et qui n'est pas mis en lumière, on appellera ça destin. C'est lourd quand même.
On appelle ça un destin, alors qu'en réalité, c'est des fils invisibles qui sont tirés inconsciemment. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas tout ça. Mais ça a un impact dans notre réalité aujourd'hui. Tout ce qui est les guerres, tout ce qui est les colonies, les colonisations, tout ce qui est parfois rien qu'une séparation. Aujourd'hui, on banalise le divorce, mais un divorce, ça a un impact dans notre vie à nous en tant qu'adultes, mais ça aura un impact très important dans la vie de nos enfants. Si on ne sait pas accompagner ça, et il n'y a aucune fatalité, c'est juste de savoir accompagner ça. Et ben là, j'aimerais bien revenir au moment où, voilà, tu dis tout se passait très bien et à l'intérieur, je sentais qu'il y avait quelque chose de off. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je connaissais pas ma demande. Je savais pas de ce dont j'avais besoin. Par contre, je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas juste ou aligné. Il se passe un divorce. Tu quittes la banque. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là pour celles qui y sont et qui prend peut-être pas cette forme, parce que c'est pas obligé de prendre cette forme-là. Dis-toi qu'il y a toujours un événement dans la vie qui va être un déclencheur pour te ramener en fait à ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais quand on est dedans, et quand j'ai divorcé, pour moi, ça a été un effondrement total. Pour moi, j'ai raté quelque chose d'important. Je vais être vraiment une paria dans ma famille parce que personne ne divorce, jusqu'à ce que j'apprenne que... je le savais au final, mais je l'avais même pas vu, puisque ma grand-mère, qui s'appelle Allahoum, je m'appelle Allahoum, avait divorcé. Donc c'est logique que moi je divorce, puisqu'il y a une Allahoum qui a divorcé. Donc moi, je vais divorcer aussi. Donc il y a eu le divorce, il y a eu le burn-out. Toutes ces cassures dans la vie sont en réalité des opportunités de se poser ces questions-là. Donc une femme qui est en train de vivre une cassure aujourd'hui, quel que soit le format que ça prend dans sa réalité, quel message tu as pour elle aujourd'hui, là maintenant? De voir l'opportunité qu'il y a derrière. Il y a une opportunité dans chaque cassure. Et il peut y avoir une cassure où il peut y avoir un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre. J'arrive pas à me mettre en couple. J'arrive pas à avoir un enfant. J'arrive pas aujourd'hui, en fait, à déménager. J'arrive pas à quitter mon entreprise. J'ai eu une femme comme ça qui est venue me voir cette semaine, mais d'une puissance. Voilà, bon, elle travaille dans une très, très grande entreprise. Elle gère tout un département. Et elle me dit, aujourd'hui, je sais que je dois partir. Elle a, je crois, 54 ans. Je dois changer, je dois me mettre à mon compte parce que j'adore ce que je fais. Mais il est temps pour moi de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je dis, OK, on fait un rendez-vous d'1 heure, vraiment. Et à un moment donné, elle me dit, je n'arrive pas à quitter mon entreprise. Et je vois que c'est lourd pour elle. Et c'est là où moi, je fais un travail d'investigation, parce que ça, c'est mon métier. Je vais investiguer, comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette histoire. Donc là, c'est ma clairaudience qui se déclenche. Elle va me raconter ce qui se passe dans sa vie. C'est le mot « quitter » qui va m'interpeller. Et quand je vais travailler sur son histoire, on va découvrir une histoire quand même assez lourde. Mais pour elle, elle n'avait jamais connecté pourquoi est-ce que ça bloque dans son business, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas monter son entreprise par rapport à son histoire personnelle. Il y a une histoire d'exil, il y a un père qui est parti à l'étranger, il y a quelqu'un dans sa fratrie qui va décéder. Il y a des choses comme ça, mais on ne fait pas le rapprochement avec pourquoi est-ce que je n'arrive pas à quitter mon travail. Ça marche pareil pour la procrastination, ça marche pareil pour j'arrive pas à dépasser un plafond de verre, j'arrive pas à... Voilà, toutes les situations qu'on rencontre dans notre vie, en fait, ont un lien invisible. Et pour celles qui sont en train de le vivre, qui se disent « Ok, c'est en train de me servir pour quelque chose. » Ok. Pour ces femmes-là, parce qu'on les voit, on les rencontre, on est dans vos coulisses quand même, on le voit. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui de la femme que tu es devenue, donc sur cette partie mentor, qui peut les aider à passer ce cap-là avec plus de douceur? Déjà, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise le sujet. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pense que c'était une de mes mentors qui m'avait dit ça, m'avait dit « Un jour, la thérapie s'arrête ». Oui. Moi, ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça. Parce que les femmes qu'on rencontre, toi et moi, elles ont déjà un certain parcours. Elles sont parties voir déjà des psychologues. Elles ont déjà fait parfois du chamanisme. Elles font des retraites yoga. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui ne descend pas dans le corps. Elles disent souvent ça. Elles disent, voilà, j'ai compris, j'ai fait des conférences. Il y en a une la dernière fois, elle me dit, j'ai été voir Anthony Robbins, j'ai fait Joe Dispenza. Donc quand même, elle arrive dans mon rendez-vous, je me dis, OK, là, on est face à des mentors extraordinaires. Si eux, ils n'ont pas réussi, je ne sais pas ce que moi, je vais pouvoir faire pour toi. Il y a vraiment cette question. Yeah. Et elles me disent, oui, mais toi, la façon dont tu partages les choses, je me reconnais en toi. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a des mécanismes inconscients qu'on ne peut pas voir. Et je crois qu'on n'a pas pour objectif de rester dans la thérapie toute sa vie.
ce qu'on est en train de vivre actuellement, que ce soit le passage que moi je suis en train de faire ou même les clients que je suis en train d'accompagner, on est vraiment dans la notion de ça y est, maintenant on est dans la transmission, on est dans notre mission de vie, on sait maintenant quelles sont les ficelles qui se sont tirées, on sait que c'est de la mission d'âme, ça y est, maintenant on l'incarne, on vit notre Indiana Jones tous les jours avec la foi, mais au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc l'idée, si on est dans des situations comme ça, souvent, déjà, il faut trouver le bon interlocuteur. Déjà, rien que pour se trouver mutuellement, tu as vu par quoi on est passé. Rien que moi, à l'époque où j'ai eu mon burn-out et j'ai eu mon, mon divorce, j'avais trouvé que le psy à l'époque. Et même si j'étais partie voir un chaman, il n'aurait pas parlé mon langage. D'accord ? J'ai dû passer par l'ayahuasca, j'ai eu 2 mentors complètement différents qui ont répondu précisément en fait aux besoins que j'avais. D'accord ? Maintenant, c'est pas toujours simple de trouver le bon interlocuteur qui comprenne rapidement. Et la problématique qu'ont les femmes qui nous ressemblent d'ailleurs et qui nous cherchent souvent, c'est qu'elles ont du mal à faire confiance parce que ce sont des femmes qui sont très puissantes, qui en général gèrent des équipes, généralement elles sont sur les réseaux, moi j'accompagne des personnalités, elles ne peuvent pas aller voir n'importe qui. Toi et moi, on l'a vu quand il s'agit, moi pour t'appeler, on l'a vécu il y a pas longtemps, pour que je puisse prendre mon téléphone et dire ok, là aujourd'hui, c'est trop pour moi, parce que ça m'arrive tout le temps, c'est comme tout le monde, eh bien, il faut que j'ai un lien de confiance très profond. Et donc, on a créé ce genre de lieu aujourd'hui. Il existe, je veux dire, des endroits, des cercles privés et intimes, et c'est ce que tu m'avais dit. Il n'y a pas les masterminds dans lesquels je vais, il n'y a pas ces espaces dans lesquels on peut déposer, d'un point de vue holistique, dire voilà ce qui se passe avec mon mari. Ok, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le business ? Ça a à voir avec le business. D'accord ? Parce qu'on a des femmes aujourd'hui qui sont très puissantes, mais dans le couple, ça va pas. D'accord ? Mais ça, elles peuvent pas le dire. Et puis, elles peuvent pas aller voir n'importe qui en tant que mentor, parce qu'il en va de sa réputation, il en va aussi de son estime d'elle-même. Je peux pas aller déposer ça. Les 3/4 des femmes comme nous. Et il s'en va aussi de la capacité de la personne qui l'accueille en face. Parce que, voilà, il faut être en capacité de to hold the person, de vraiment créer un espace où elle se sent aussi en sécurité. Elle va le jauger très rapidement aussi. Pour cette femme puissante qui... tout lui réussit sur papier, encore une fois. Elle a des équipes, au niveau familial, que ce soit si elle est mariée, en couple, whatever it is, que dans son espace personnel, oui, il y a quelques tensions, mais c'est humain en soi. Mais qui a besoin d'un endroit où elle peut déposer et surtout transmuter ce qui se passe. C'est pas juste je le dépose et puis ok, je me sens bien pendant 30 secondes, mais après je fais quoi en fait ? Pour ces femmes-là, qu'est-ce que tu peux leur partager aujourd'hui, Anissa ? Déjà, leur dire qu'elles sont courageuses. Parce qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage pour pouvoir mener toutes ces vies en même temps. Parce que moi, j'en mène plusieurs en une journée. J'en ai beaucoup des vies en une journée. Mais de leur dire aussi, peut-être, d'aller vraiment dans des espaces où il y a d'autres âmes qui les comprennent. Tu vois, moi, dans les espaces que j'ouvre, c'est ça aujourd'hui. C'est dès qu'elles viennent, souvent on ouvre un nœud, en 1 heure c'est terminé. Il y a des femmes qui restent pendant 20 ans, tu vois, la sexualité ça va pas, avec leur mère ça va pas, etc. Et pour elles, elles doivent continuer à avancer. Mais à un moment donné, ça casse, le couple casse. À un moment donné, il y a des maladies, à un moment donné, ça va plus avec les enfants. Je connais des femmes qui sont très puissantes, qui sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et dirigent parfois des entreprises à plusieurs millions. Et quand on discute avec elles, ils disent, voilà, avec mon fils, mon ado, ça se passe très très mal. Aujourd'hui, on peut have it all, on peut tout avoir. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir. On est vraiment venu ici pour vivre l'expérience de l'amour. Et moi, je dis que tout ce qu'on vit, on le vit en fait parce que l'amour veut d'une façon ou d'une autre s'exprimer. Mais comme il y a, encore une fois, énormément de sujets invisibles, tant qu'ils ne sont pas mis en lumière, ça ne marche pas. Moi, aujourd'hui, quand j'ai créé l'école des artisanes, j'ai créé une première école pour que les femmes elles aient au moins les outils. Parce qu'il y avait des gens qui partaient en Inde, et je leur disais, mais attends, tu pars en Inde, mais aujourd'hui, la façon dont tu t'exprimes encore, en fait, c'est comme ça que tu vas créer ta réalité. Tout ce que tu dis, tu le crées. D'accord ? Donc ça, j'avais créé cet espace-là. Mais aujourd'hui, en fait, il y a d'autres femmes qui veulent aller beaucoup plus loin. Parce que ce qu'elles veulent, c'est où est-ce que je dépose ? Comment je fais pour être heureuse en couple ? Parce que je suis une femme puissante, mais je veux être heureuse en couple. Mais avec mon mari, on a une différence d'argent. D'accord, je gagne plus que mon mari, ou mon mari il est souvent en déplacement, on n'arrive pas à se voir, ou la sexualité ça va pas, ou on n'arrive pas à avoir d'enfants. On est vraiment dans une thématique où le privé et le pro vraiment se rencontrent.
Parce qu'on a tendance à les séparer, mais on les sépare pas. Moi, j'ai dû attendre justement mon expérience de l'ayahuasca pour comprendre certaines choses, parce que j'avais déjà vécu un burn-out, j'avais déjà vécu des mentors, j'avais déjà vécu des choses avec l'invisible, mais en vrai, je comprenais pas encore. Je me disais, mais comment je fais pour payer mes factures? Comment je fais pour level up dans ma société? Des questions qui sont très quotidiennes. Parce que c'est un peu aussi la rencontre qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est que d'un côté, il y a énormément de gens qui ont été dans le développement personnel et la spiritualité, et ils sont restés collés au plafond. C'est-à-dire en mode, c'est bon, j'ai tout compris. L'ego spirituel, je suis passée par là. Et tu comprends à un moment donné qu'on est venu vivre une vie incarnée. Donc ça veut dire que si dans ta réalité, dans ton quotidien, t'es pas heureuse, c'est qu'il y a un endroit en fait dans lequel en fait tu continues à mentir. Pour toutes ces femmes qui se soupçonnent de mentir dans des endroits et elles ne savent pas encore quoi en faire, encore une fois, qu'est-ce que tu peux leur partager aujourd'hui? En fait, c'est marrant, t'as vu, à chaque fois que tu me poses la question, je peux y répondre que d'une seule façon. Vas-y. En fait, aujourd'hui, je ne peux que dire que moi, je les accompagne dans cet espace-là, parce que je ne vois pas comment elles peuvent. Si je dois leur donner 3 insights, vas-y, je vais le faire, juste pour donner ça, parce que j'ai compris à force que moi, je fais de l'accompagnement vivant. Quand on me dit module 1, module 2, module 3, j'ai fait des modules, mais en réalité, j'ai créé des espaces où tu viens avec ta problématique du moment, du quotidien, et moi, je te donne une réponse vivante, tu vois. Mais derrière, s'il fallait processer ça, je suis en train de le processer pour mon prochain livre, mais l'idée, c'est de dire, OK, il se passe quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Depuis quand ça se passe ? Déjà, est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? C'est toujours la même chose. S'il y a un déclencheur, c'est ça l'opportunité d'ouvrir un espace. On a dit divorce, on a dit du burn-out, mais parfois c'est une toute petite chose. D'accord ? Parfois c'est, tiens, j'ai mal à la hanche. Tiens, j'ai perdu 50 000 € de chiffre d'affaires. Tiens, j'arrive pas à me remettre en couple depuis mon divorce. Donc d'accord, donc il y a une cassure à un moment donné. D'accord ? Quand tu as eu ta perte de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Quand tu as divorcé, en fait, pourquoi tu as divorcé ? L'idée, c'est d'aller voir le point culminant, à partir du moment où il se passe quelque chose. Et les gens ne savent pas. Parfois, ils disent « Ah oui, mais ça, c'est pas très important. » Si, on va aller regarder ça. Et là, on mène une enquête. Moi, je deviens enquêtrice. Donc, c'est vraiment très personnalisé. Et quand je deviens enquêtrice, après, c'est la méthode que je suis en train d'enseigner aussi, que je vais transmettre à des futurs guérisseurs. Une méthode qui est très courte et qui permet très rapidement de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement. Parce que c'est plein de données qui se rencontrent. C'est ça la problématique. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des retraites, qui vont voir des psys, qui livrent des livres, et à un moment donné, en fait, on dirait que ça connecte pas. C'est ce que me disent les gens. C'est pour ça qu'ils me disent, je viens te voir toi, Anissa, parce qu'en 1 heure, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, en 1 heure, je peux te dire pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans cette histoire amoureuse. Oui, en 1 heure, je peux te dire pourquoi aujourd'hui dans ton business, tu galères. Oui, je peux te dire, tout ça, je peux te le faire en 1 heure. Mais ça, c'est pour dénouer le nœud. Mais après, il va te falloir tout le temps de guérison derrière pour te réhabituer à quelque chose de nouveau. Parce que tu t'es bâti pendant peut-être 40 ans avec ton nœud, et parfois même tu adores ton nœud. Tu te construis avec ton nœud, tu vois. Tu deviens ton nœud et tu adores ton drama. Tu adores en fait cette catégorie, ça marche pas. Et on a beau être puissante, il y a des endroits où je reste dedans parce que je me trouve des excuses, mais parce que surtout je ne vois pas le mécanisme derrière. Mais une fois que je l'ai vu, je vais commencer à le changer et ma vie au quotidien va me servir toutes les situations possibles et inimaginables pour me montrer où j'en suis. Encore faut-il savoir lire sa vie. Je te raconte une toute petite histoire qui m'est arrivée ce matin. Donc je te dis, moi je travaille énormément sur le transgénérationnel, le mien, et je veux le travailler à plus grande échelle. J'ai un rêve, c'est de consteller des pays, c'est de consteller des familles entières, c'est de consteller vraiment des systèmes entiers. Donc pour ça, il faut que je le travaille chez moi. Et après, je peux accompagner les autres dessus. Ce matin, je travaille sur quelque chose avec ma mère, sur un détail, mais anodin, mais tout simple. Ma mère me dit, à chaque fois que je vais quelque part toute seule, je peux me repérer. Dès que je suis accompagnée, j'ai une perte de repère. Si on va quelque part ensemble, je me sens perdue. C'est marrant quand même comme système et tout. Je dis, mais c'est normal. Mais moi, je lui sors comme ça, c'est normal. On conduit, je dis, c'est normal. Je lui dis, parce que quand tu es toute seule, tu es un mécanisme de survie. Donc, tu peux le faire toute seule. Mais quand tu es accompagnée et que tu sors et que tu ne trouves plus l'accompagnant qui est avec toi, ça réveille ta blessure de l'abandon. Quand toi, tu as senti que ton père t'avait abandonné quand tu étais petite. Et là, je suis en train de conduire et ma mère, elle me fait une crise de tétanie.
D'un coup, elle se met à pleurer, elle commence à trembler de partout. Et moi, je suis en train de conduire et je réalise pas. Je réalise pas à ce moment-là de ce que je viens de lui dire. J'avais pas compris que elle savait pas ça. Je lui dis repère, maman, c'est retour au père, c'est la recherche du père. Et elle me regarde, elle me dit, mais moi, je sais pas. Et donc, moi, je suis là, je dis, OK, on va l'accompagner. À un moment donné, je vois que faut que je la récupère. Donc, tout ça, c'est des techniques d'accompagnement, tu vois. Donc, il faut savoir où en est la personne pour pouvoir lui délivrer ça. Moi, c'est ma mère. Et donc, je lui fais répéter des mantras de guérison, travailler sur l'énergétique. Il y a mon fils qui est derrière, donc ça travaille sur toute l'histoire. Donc, après, ça va. Elle sort de la voiture, elle va se promener. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Fait extraordinaire, dans la demi-heure qui va suivre, je vais perdre mon passeport. Identity. Et là, on se dit, mais quel est le rapport entre ce que ma mère est en train de vivre avec l'histoire de son père et ma perte de passeport? Eh bien, je perds mon passeport, j'arrive à une administration, j'ai plus de passeport. Et je me dis, c'est pas possible, je l'avais ce matin. Je me dis, mais il est où? Et 2 minutes plus tard, il y a une femme qui vient et qui me le ramène à l'endroit où je suis. Et là, je comprends, parce que j'ai un degré de lecture qui est très fin, je viens de comprendre que l'identité perdue a été retrouvée. Donc, il n'y a rien en dehors de notre vie, en fait. C'est-à-dire que tous les événements qu'on vit sont en lien, en fait, avec le travail qu'on fait ou qu'on fait pas. Maintenant, le travail se fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'au bout de 5-6 générations, ça passe. Mais en attendant, nous, on est dans la génération actuelle et j'ai pas envie de léguer ça à mes enfants. Pourquoi je laisserai, en fait, je sais pas, des souffrances non vues continuer, en fait, à se perpétuer? I hear you. Je t'entends. Je me suis dit, j'ai un set de questions. I was like, we talked. Let's go back to this. Parce qu'il y a d'autres espaces qu'on va aborder aujourd'hui. Tu as vécu un éveil spirituel qui était intense. Qu'est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as traversé à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'ayahuasca, tu as parlé de... Qu'est-ce que tu as traversé à ce moment-là? Bon, déjà, quand j'ai eu l'effondrement à la banque, quand j'ai fait mon burn-out à la banque, il y avait eu le divorce juste avant. Quand j'ai divorcé, il y a quelque chose qui s'est effondré, dans le sens où je vais où maintenant, je fais quoi? J'avais plus de business plan. Donc déjà, ça veut dire perte de repères. C'est la première chose. Mais j'ai continué quand même sur ma voie. J'ai voulu absolument rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça n'a pas fonctionné. J'ai rencontré plus de 200 hommes parce que je voulais rencontrer l'amour. Et je dis bien rencontrer l'amour. À l'époque, je pensais que c'était rencontrer un homme. Mais au final, c'est rencontrer l'amour. Après, il y a eu le burn-out. Le burn-out, qu'est-ce que c'était? Je voulais continuer dans une voie qui ne me correspondait pas. Je voulais partir de la banque depuis l'âge de 21 ans et j'y suis restée quand même pendant 15 ans. Et la banque me rejetait. Moi, je restais dedans. C'est-à-dire, la banque ne voulait plus de moi. Mais moi, je restais dedans parce que je voulais m'accrocher et je prenais ça pour une injustice, alors que c'était une opportunité. Et quand j'ai eu mon burn-out à la banque, là, j'ai commencé en fait à ressentir des choses au niveau de l'invisible. C'est-à-dire, j'ai commencé à sentir des présences, je n'arrivais plus à dormir, et c'est là où j'ai vécu ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'étais comme enfermée à l'intérieur de moi-même. J'étais à la limite de la folie. C'est-à-dire que j'avais peur de m'endormir parce que dès que je dormais, je faisais des cauchemars. Et surtout, à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que j'étais emprisonnée à l'intérieur de moi. Okay. Donc, c'était très douloureux puisque tous les cauchemars que je faisais, en fait, me faisaient terriblement peur. Et je n'arrivais plus, c'est comme si je perdais contrôle de mon corps, et que je perdais le contrôle de tout, mais que j'étais en conscience de tout ça, sans savoir comment en sortir. Et c'est là où j'ai rencontré mon premier mentor, qui est Marc Sariankov, et qui m'avait dit « Anissa, voyons, tout ça n'est pas bien grave, c'est juste le problème de la séparation. » Et là, moi, je suis d'origine algérienne, je vois absolument pas de quoi tu me parles. La seule séparation que j'ai vécue dans ma vie, c'est avec mon ex-mari. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est là où il m'a enseigné, en fait, que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Il m'a dit, tu n'es pas ce corps. Ce corps, t'en fais l'expérience dans cette vie, mais nous sommes beaucoup plus grands que ça. Sur le moment, j'ai pas très bien saisi ce qu'il me disait. Mais ça, c'est dans le premier livre qu'on a écrit, qui est Le paradis existe, c'est vous qui le créez. Je raconte ce processus d'éveil. Je vais vivre une suite d'événements qui sont vraiment des événements du domaine de l'invisible. Je vais commencer à avoir les mains qui brûlent. Je vais commencer à peindre des tableaux dans lesquels j'écris en arabe. Je canalise des choses où les gens les achètent à un certain prix. Je vais vivre des choses qui ne peuvent pas être expliquées par une vie normale.
C'est vraiment, d'un côté, ça ressemble à des miracles, de l'autre, ça ressemble à des choses qui... Ou c'est ton normal qui change. Ou c'est ton normal qui change. Aujourd'hui, c'est devenu mon normal. Voilà. Parce que normal, ça veut juste dire la norme. Une norme qui est mal, en plus. Hein. Normal, c'est une norme qui est mal. Hein. Donc, mais à l'époque, il y a vraiment un effondrement et puis il y a une peur. Je suis banquière, je gagne 3 000 € par mois, sur 13 mois, hein, donc c'est 45K par an. J'ai une maison, un crédit, un enfant, un 4x4. Comment je vais changer ça? Quand j'ai dit ça à mon père, ça a été l'hécatombe. Hein. Il m'a dit, là, c'est du grand... Enfin, il m'a pas dit c'est du grand n'importe quoi, mais il m'a dit comment tu vas faire? Parce qu'il avait vu que j'avais sombré. À l'époque, j'avais eu un raqi qui est venu à la maison. Hein. J'ai un imam, un raqi qui est venu. Et voilà, tu lis, on te lit du Coran. J'ai bu de l'eau, mazemzem, etc. pour m'exorciser. Mais ce qui a changé ma vie, je me souviens que c'était un guérisseur. Hein. Une cousine à moi m'avait amené voir un guérisseur. J'en avais vu plein. Et j'avais abandonné à la fin. J'ai dit, ça suffit. Je suis fatiguée de l'eau, de choses. Enfin, c'était vraiment, ça résonnait plus pour moi. Okay. Et on m'a amené voir un guérisseur. Et ce guérisseur, il a pris ma tête. Et il a chuchoté quelque chose au niveau de ma tête. Il a fait quelque chose comme ça. Okay. J'ai dit, ok, bon, moi, à l'époque, j'étais comme toi. J'ai dit, oh là là, ça me fait peur. C'était, je me souviens, j'étais tellement désespérée. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît, je voulais dormir, j'étais épuisée, tu vois. Et je suis sortie de là, j'allais mieux. Il y avait vraiment quelque chose comme ça, et le même jour, je découvre Wayne Dyer. C'était vraiment le même jour que je découvre Wayne Dyer. Et Wayne Dyer, la phrase qui est venue, c'était vraiment, il n'y a rien en dehors de votre réalité qui n'est votre création. Et là, je suis en mode what? Je savais que c'était vrai. Et là, j'ai écouté Wayne Dyer et tout s'est apaisé en moi. Hein, j'ai commencé à écouter Wayne Dyer, j'ai commencé à travailler avec Mark Sayenkov, après il y a eu Yono Jonas, et j'ai travaillé avec eux et je voyais bien que tout ce que j'avais appris depuis que j'étais petite, c'est pas que c'était pas vrai, ce n'était pas complet. Tu vois? Et que même les enseignements que j'avais reçus n'étaient que des transmissions de quelque chose que j'ai toujours cherché. C'était ça la profondeur que je cherchais. Même avec les hommes, je cherchais une profondeur. Les gens, ils me parlaient, même pendant les mariages que j'organisais, même pendant la banque. Ce que je voulais, c'était du lien. Dès que les gens me parlaient, j'étais fascinée par les gens. Et dès qu'ils me racontaient leur histoire, je disais, raconte-moi ton histoire. Ça me passionne. Aujourd'hui, j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, raconte-moi ton histoire. Et je veux comprendre comment est-ce que cette âme est en train de vivre quelque chose et comment est-ce que ce personnage, cette personne est en train de se construire dans cette vie avec, tu vois, des tissages inconscients comme ça. Donc ce raqi m'a vraiment ouvert énormément de portes. Et après, ça a été effectivement Yono Jonas et Mark Sayenkov. Là, j'ai vécu, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le cheikh de Dubaï. J'ai vraiment vécu des expériences réelles en lien avec notre création concrète. C'est comme ça que j'ai pu être en couple avec Géraud de façon consciente, authentique et avec une création vraiment dans la matière, puisque je voulais être avec Géraud. Et Géraud, à un moment donné, bon, on a été mis ensemble. Mais tout ça, en fait, a été orchestré par quelque chose de beaucoup plus grand qui est en même temps nous. Donc, la question se pose encore, où est le libre arbitre, où est le destin, tu vois? Est-ce qu'il y avait un destin, on devait être ensemble, ou est-ce que c'est notre libre arbitre qui nous amène, en fait, à là? Ou est-ce que c'est notre non-libre arbitre qui nous amène à là? Maintenant, la plus grande expérience que j'ai, une des plus grandes, c'est pas la plus grande quand même, parce que j'avais eu celle-là avant, mais une des plus grandes, ça a été quand même l'ayahuasca. Tu vois, dans l'ayahuasca, ça faisait plusieurs années qu'on m'en parlait, j'avais des amis qui avaient fait l'ayahuasca, et moi, ça me parlait pas du tout. J'avais même des clients à l'époque qui avaient fait 20 cérémonies de l'ayahuasca. Après, ça s'appelle l'aya. Après, quand t'es branché, on a fait l'aya. C'est comme le prime. Là, on a fait l'aya. Et moi, ça m'a jamais branché. Okay. Parce que j'avais très très peur de l'ayahuasca. J'avais vu un documentaire dessus et clairement il y a des personnes qui mouraient. Hein, donc ils vont faire l'ayahuasca, ils tombent sur des charlatans, ils meurent. Moi j'étais déjà mère de 2 enfants, donc l'ayahuasca se rapprochait quand même. Je dis pas qu'il faille le faire, hein, c'est pas obligatoire dans son éveil spirituel. Moi aujourd'hui les gens que j'accompagne ils font pas l'ayahuasca et ceux qui me demandent je dis franchement t'as pas besoin. Tu peux faire aujourd'hui un breathwork, respiration consciente et faire la même expérience. Pas totalement mais presque. Et un jour, en fait, il y a des amis à nous qui vont faire donc l'ayahuasca et qui nous le proposent. Et Géraud, il me regarde et il me dit non, je le sens pas. Et on apprendra 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard qu'ils ont fait l'ayahuasca et que ça s'est très très mal passé.
Ça a été très douloureux pour eux. Ah oui, non, c'était vraiment catastrophique. Et moi, j'ai dit non, l'ayahuasca, ça m'intéresse absolument pas et tout. Et Jérôme va faire un voyage, un voyage initiatique avec des hommes. Et il va rencontrer quelqu'un qui va lui parler de l'ayahuasca, qui vient de revenir avec la plante qui est très pure. Voilà, moi, j'y connais strictement rien. Et il va nous proposer de faire l'ayahuasca. Et je lui dis, bah, fais-le. Moi, non, ça m'intéresse pas, tu vois. Je serai là pour veiller sur vous et on verra. Et mon mentor, comme par hasard, Marc Sayenkoff, était venu passer le week-end à la maison. Et je lui dis, écoute, a priori, la semaine prochaine, il y a l'ayahuasca qui est prévue pour Géraud, il y a quelqu'un qui vient de la faire. Moi, je veux pas le faire. Il me dit, pourquoi tu veux pas faire l'ayahuasca? Je dis, bah, écoute, j'ai peur de mourir. Littéralement. Je dis, j'ai peur de faire l'ayahuasca et de ne pas revenir. Et il m'a regardé et il m'a dit, vraiment? Et je lui ai dit, en fait, je crois que j'ai peur de pas vouloir revenir. Donc ça a tout changé, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, j'avais pas peur de mourir. J'avais peur de tellement bien de ce que je vais découvrir que je veux pas revenir. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai 2 enfants et tout. Et c'est là que j'ai compris que j'allais faire l'ayahuasca. Et donc, je l'ai fait. Et avant l'ayahuasca, tu sais, tu dois te préparer. Il faut que tu manges. Normalement, on te dit ça. Hein, tu dois pas manger de viande, pas de relations sexuelles. Tu dois vraiment purifier ton corps, ton esprit, parce que c'est quand même une cérémonie très profonde, etc. Enfin bref, c'est très codifié. Et moi, j'appelle celui qui doit nous le faire et je lui dis, il s'appelle Gabriel, donc comme l'ange, hein, quand même. Donc bon, moi, ça m'a servi. Je me suis dit, un ange qui veille sur moi, c'est bon. Et en fait, je lui dis, est-ce qu'il faut plus manger de viande, un truc comme ça, parce que nous, on a pris un burger avec Géraud hier. C'est demain l'ayahuasca. On va peut-être pas le faire maintenant, quoi. Il me dit, ah, non, venez comme vous êtes. Je dis, tiens, c'est marrant ça, tu vois. Je me suis dit, lui, il est un peu freestyle. Il y a un protocole, mais pas tant que ça. Lui, a priori, lui, il en a pas, en tout cas. Hein. Quand on est arrivé, il est un peu baba cool, il met des peluches dans la salle. Je dis, peut-être un peu timbré, et puis nous, on va lui faire confiance à celui-là. Et tout, mais adorable. Et donc voilà, il dit, venez comme vous êtes, peu importe. Venez juste avec votre amour. C'est trop drôle comment t'as dit ça. Et moi, je suis là. Ok. Et donc, on fait la cérémonie de l'ayahuasca. Okay. Il me dit, elle est microdosée. Donc, je ne savais pas que elle pouvait être microdosée. J'apprendrai plus tard que c'est pas possible. Hein, c'est pas microdosé, ça n'existe pas. Okay. Donc, j'en ai pris vraiment un tout petit peu, tu vois. Donc, quand j'ai bu l'ayahuasca, il faut que tu saches qu'au bout de, je sais pas, peut-être 1 heure, je suis partie dormir. Et il pleuvait ce soir-là. Il y avait des éclairs. Et à un moment donné, je me réveille, je sens que dans mon corps, ça se passe pas très bien. Il y a quelque chose d'autre qui a pris le contrôle. C'est plus moi. Et moi qui aime pas perdre le contrôle, c'était horrible comme sensation. Et j'entends les éclairs dans ma tête. Et là, je me dis, oh là là, quelque chose qui va pas. Donc, j'appelle Gabriel. Je lui dis, Gabriel, ça va pas du tout et tout. Donc, il vient. Et je lui dis, je crois que je suis en train de vivre quelque chose de pas bien du tout. Et il me dit, ok, on va accueillir et tout. Et très, très rapidement, je commence à vraiment à perdre le contrôle. Je commence à trembler de partout. Et là, je lui dis, je crois que je vais mourir, je suis en train de mourir. Il m'a dit, ok, mets-toi à 4 pattes. Il m'a mis à 4 pattes. C'était très drôle de faire ça. Tu peux pas rire sur le moment parce que voilà. Et je me mets à 4 pattes et là, il me dit, ok, on va accueillir ça. Et là, je me retrouve tout de suite dans la jungle. Je suis une panthère. Enfin, c'est psychédélique. Hein. C'est vraiment psychédélique. Je suis une panthère. Je suis dans la jungle. Je me dis, ça y est, je suis en train de devenir folle. Et très rapidement, j'ai peur du tonnerre. J'ai peur de l'éclair. Je suis effrayée. C'est horrible comme sensation. Et juste après, en fait, il y a plus tout ça. Il y a juste le noir total. Le vide total. Et ce vide-là, il est tout noir. C'est horrible. Okay. C'est une terreur. C'est la pire terreur qu'on puisse vivre dans sa vie. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et cette terreur-là, je l'apprendrai plus tard, c'est la terreur que l'humanité entière fuit. Et que tout le monde ressent, en fait. On a tous peur de cette terreur. Normalement, si à l'écoute de ces mots, vous allez la sentir. Tu la sens dans ton corps, cette terreur-là. Et je me suis retrouvée dans cette terreur. Et je n'arrivais pas à sortir de cette terreur. C'est atroce. Okay. Donc, c'est vraiment la rencontre ultime avec l'ego. C'est cette terreur-là, c'est l'ego, en fait. Okay. Et je suis bloquée dans cet espace-là. Je ne sais pas comment en sortir. Et Gabriel est à côté de moi, il ne fait rien. Et à un moment donné, ça a duré longtemps pour moi. Ça a duré 2-3 minutes, mais c'était long. Il va prendre ma main et il va me la mettre sur mon cœur. Mm-hmm.
à ce moment-là, c'est comme si je me reconnectais avec mon essence. Comme si je me rappelais immédiatement qui j'étais. Je savais en fait que j'étais l'amour. Et je me suis mise à pleurer. Mais vraiment de grâce, de reconnexion. Tellement intense. Et je me suis mise à rire, mais à rire. C'était un rire, mais tellement drôle. Mais quelle blague! Mais c'était une blague! Et je me suis dit, mais quelle farce! Et c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, tout ça n'est qu'un jeu. Ok. Après, je ne dirai pas ce qui s'est passé le reste de la soirée, parce qu'après, j'ai tellement ri, qu'il s'est passé tellement de choses, mais c'était drôle après, tu vois. Et je voulais partager ce moment-là avec Géraud. Et j'ai tourné la tête, et Géraud, en fait, il était sous une couverture. Et il y a une voix qui est venue à l'intérieur de moi, elle m'a dit, voilà à quoi ressemble la mort de l'ego. Wow, ok. Et depuis ce jour, à chaque fois, même quand je le raconte là, c'est resté dans mes cellules, en fait. Depuis ce jour, en fait, je sais. Je le savais déjà avant l'ayahuasca. Mais je sais que nous sommes l'amour. Et je crois que l'humanité entière cherche ça. Et c'est pour ça qu'on se sent incomplet. Et c'est pour ça qu'on se sent à un moment donné en surface. Il n'y a ni l'argent, ni les enfants, ni le mari, ni tout ça qui n'arrive à nous combler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est ce que nous sommes. On cherche ce qu'on est. Et en même temps, on est venu vivre l'expérience en fait de ce que nous sommes. On est venu jouer le jeu d'oublier qu'on était l'amour. Donc pour moi, ça reste l'expérience la plus waouh que j'ai vécue de ma vie, mais qui n'est venue que confirmer ce que j'avais déjà découvert avant. Hein? Ok, I can hear you. Voilà. Et pour moi, avoir vécu cet éveil déjà avant, c'est-à-dire j'avais déjà découvert avec Marc et avec Younous que nous étions l'amour, je l'avais déjà vécu, parce que je savais déjà, j'avais déjà vécu une expérience très précise, qui est l'expérience de la vacuité, et je savais que dans cet espace-là, c'est ça l'amour. Que j'ai revécu dans l'ayahuasca, et que j'ai revécu par la suite quand je suis arrivée à mes accompagnements sur le transgénérationnel. Quand je suis arrivée sur mes accompagnements sur le transgénérationnel, pourquoi tu vas chercher le transgénérationnel quand tu as vécu l'ayahuasca et que tu t'es souvenu qu'on est l'amour ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Ça n'a pas de sens. Quand tu sais que tu es déjà l'amour, tu ne vas pas chercher à revenir à l'identité identifiée. Tu viens pas revenir dans ton personnage en mode je suis identifié à mon personnage et j'ai une histoire en fait qui est teintée de souffrance. Une fois que tu sais que tu es l'amour, tu n'as plus besoin, c'est une illusion. Quand tu as Ramana Maharshi qui a découvert qu'il était l'amour, il n'est pas parti travailler son transgénérationnel. Tu vois, ou quand tu as Bouddha, il n'est pas reparti travailler son transgénérationnel. Il l'a travaillé avant, lui, puisqu'il est parti de chez ses parents, etc. Mais quand je suis devenue mentor spirituel, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi je devais revenir au transgénérationnel. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Ok. Et maintenant, you're like, it's aligned. C'est normal. On vit une époque de l'humanité qui est charnière. Marianne Williamson, qui s'est présentée donc à la candidature des États-Unis, a étudié un courant miracle et elle-même a travaillé sa relation à sa mère. Byron Katie, qui aujourd'hui est une des enseignantes, une de mes mentors, qui est connue mondialement, a travaillé sa relation à sa mère. Eckhart Tolle a travaillé sa relation à son père. Eckhart Tolle parle de nouvelles terres. Marianne Williamson parle de la nouvelle humanité. Il y a un sens dans notre incarnation aujourd'hui. Moi, je sais, je suis d'origine algérienne. Il y a des blessures en lien avec le transgénérationnel, la colonisation, mais pas que. Aujourd'hui, il y a des blessures profondes que nous portons tous. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça se passe pas uniquement dans mon couple. Ça se passe aussi, en fait, tout ce qui se passe dans mon couple, en réalité, je le retrouve entre la France et l'Algérie. C'était William DJ Snake qui disait ça. On lui a posé la question, on lui a dit « Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce qui se passe entre la France et l'Algérie, politiquement parlant ?» Il a dit « Je peux pas me prononcer, on dirait une dispute de mes parents. On dirait mon père et ma mère qui se disputent. » C'est la réalité. Moi, j'ai des parents qui sont nés département français. J'étudie actuellement mon histoire par rapport à la colonisation. J'ai des révélations qui sont énormes. Personne ne demande le combat. Au contraire, il y a la reconnaissance, mais il y a juste
la connaissance de l'histoire, connaître son histoire pour s'en défaire. Donc, quand je me suis formée au transgénérationnel, j'ai cru que j'allais divorcer parce que les découvertes que j'ai faites avec mon mari, je me suis dit, mais en fait, on va pas s'en sortir dans notre couple, c'est trop compliqué. Tu vois, notre mentor de l'époque, elle a dit, quand vous faites un travail ensemble, d'accord, une thérapie ou quoi que ce soit, vous ne faites rien pendant les 3 mois qui suivent. Donc, quand on accompagne des gens, pas de décision pendant 3 mois. Elle a dit, un déménagement, ça secoue un couple, une famille entière. L'arrivée d'un nouvel enfant, ça secoue un couple et une famille entière. Mais toute la famille, pas que le couple. Même les grands-parents, ils deviennent grands-parents, etc. Et moi, quand je me suis formée au transgénérationnel, je me suis dit, mais je vais y passer des années. Et puis quand je vois, j'adore le transgénérationnel. Mais j'ai testé, tu sais, les séances où tu fais du transgénérationnel sur une problématique, 1 heure. Tu sais, il y a des mouvements, il y a plein de choses, etc. Moi, c'était trop long pour moi. J'ai fait des week-ends transgénérationnels. C'est magnifique à vivre. Il faut le faire. Franchement, c'est très beau à voir. Et on voit comment est-ce que le champ quantique est au service de l'amour. Yes. D'accord? C'est très fort. Mais moi, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai besoin que ça aille plus vite. J'ai besoin que rapidement, comment est-ce que je peux faire pour le transgénérationnel, l'énergétique, mon histoire, le quotidien, me donne une réponse de ce que je suis en train de vivre actuellement pour aller clairement incarner cette nouvelle humanité. Et c'est ça que je trouve passionnant, tu vois. Next question qui revient souvent, c'est quand moi j'ai fait l'éveil, parce que là tu parles de toi qui fais ton éveil, on comprend l'intensité de ton éveil spirituel aussi, tu la partages avec nous. Quand c'est une femme qui nous regarde aujourd'hui, qui vit un éveil spirituel et qui se dit mais mon partenaire, lui non, on fait comment quand c'est comme ça? C'est une question qui revient beaucoup. C'est ton degré, ta capacité à utiliser la situation qui se présente pour toi, pour ton propre éveil. Il y a des femmes qui restent en couple, l'autre n'est pas éveillée, entre guillemets, parce que ça veut tout et rien dire, l'éveil, d'accord ? Et ça se passe très bien, parce que ça me permet de travailler, là, moi où j'en suis, le fait que l'autre n'est pas éveillé. D'accord ? Moi, je connais pas ça. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des couples qui, en général, viennent me voir soit en couple, soit si on en a un des deux qui vient. Souvent, ils sont célibataires. Hein. C'est soit ils viennent en couple, ils sont au bord de la rupture. Ils ont déjà fait des cérémonies, ils connaissent plein de choses, mais le couple, ça va pas. D'accord ? Parce qu'il suffit pas de savoir pour pouvoir guérir. Hein. C'est ça la différence. Hein. Et donc, du coup, on accompagne le couple parce qu'on voit justement qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes inconscients. Parce que la gestion de l'ego, le transgénérationnel, l'énergétique, il y a énormément de dynamiques inconscientes qui se jouent dans le couple, qui se jouent dans le business. Donc, attends. Là. Pour une femme qui est dans cet espace-là, là, ce que tu viens de lui dire, c'est elle qui est en mode mon mari, mon époux, mon conjoint, whatever it is. Lui, il n'est pas éveillé. Ou moi, j'avance et on n'avance pas au même rythme. Là, tu es en train de lui dire pourquoi est-ce que tu es frustré que vous avancez pas au même rythme? Pourquoi est-ce que ça te frustre? Et tu vas aller regarder cette frustration-là. C'est ça que tu es en train de dire ou pas? Ça peut. Parce que moi, s'il y a une femme qui vient me voir et qui me dit voilà, aujourd'hui, mon mari n'est pas éveillé, moi je suis éveillée. Elle va pas le dire comme ça. Si elle me dit ça, je lui dis mais quelle arrogance. Je vais lui dire mais mais les différences de dynamique. Ça arrive souvent. Hein. Elle dit souvent ça. Hein. Moi, quand elles viennent, elle dit voilà, moi, je suis en éveil. Non, souvent celles qui viennent, elles sont pas en couple, elles sont célibataires. Et elles font ce travail-là. Et tu sais, parce que j'ai plus de femmes célibataires qui viennent me voir et qui font ce travail-là de cheminement spirituel, développement personnel, et qui te disent, moi, je suis en train de me préparer. Il y a des hommes aussi. Hein. Je suis en train de me préparer pour mon futur partenaire. Parce que je veux pas qu'il récupère toutes mes casseroles. Parce que je veux il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, je veux quelqu'un qui soit au même niveau d'éveil que moi. Parce que sinon, je vais attirer quelqu'un qui est là. Et là, je lui dis, ok, d'accord, on va redescendre déjà. Je lui dis, peut-être que celle que tu cherches, elle est là. Et elle t'apportera tout ce que tu désires. Donc, redescends. Donc, en fait, c'est de la façon dont les gens vont t'apporter les choses qui vont être intéressantes. Tu vois ? Mais la plupart du temps, c'est plutôt des gens qui sont célibataires, qui ont réussi leur business, qui commencent à être dans le développement personnel et dans la spiritualité, et qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Et qui te disent, je vais d'abord travailler sur moi. Comme ça, après, je vais trouver soit un partenaire qui est au même niveau, soit je vais pas lui ramener toutes mes casseroles. Et en général, je lui dis, non, mais attends, je dirais, on va pas attendre d'être prête. Hein, les 3/4 du temps, il faut pas attendre d'être prêt, il faut vraiment se lancer. Et puis, tu vois qui vient dans ta réalité. Moi, si j'avais attendu d'être prête, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis la femme et la mentor que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré un Géro.
Et Géraud, à l'époque, il m'a dit, oui, non, ça va pas le faire, toi et moi. Tu n'as pas de livres chez toi. J'ai dit, OK, aujourd'hui, j'ai plus de livres que Géraud. Voilà, mais merci à lui de m'avoir inspiré. Non, les couples qui viennent nous voir, en général, ils disent pas, je suis éveillé, pas éveillé, ou ma femme, mon partenaire. En général, ils viennent te voir, ils viennent nous voir parce que le couple est au bord de la rupture. C'est soit une question de sexualité, soit une question de confiance, soit une question d'engagement. J'ai énormément de couples qui ne sont pas mariés et dont les business sont très élevés, c'est-à-dire qu'ils sont multimillionnaires, mais ils sont pas mariés, tu vois. Okay. Parce que le mariage, dans leur système, c'est l'engagement. Ils ont des enfants, ils ont tout. Hein. J'en ai plusieurs comme ça. Ils sont engagés l'un envers l'autre, mais ils sont pas engagés. Eh oui, c'est le détail qui change tout. Ils sont engagés, mais ils sont pas engagés. Mais le couple va mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des promesses de couple qui sont cachées. Une promesse de couple, c'est quoi ? C'est comment est-ce que le couple s'est bâti. Mais la promesse de couple que tu avais il y a 10 ans, c'est pas la même aujourd'hui. On peut pas continuer. Un couple, il est fait pour évoluer. Hein ? Et c'est ça que les gens comprennent pas en général. C'est ça qu'ils appellent, ah oui, moi, je commence à évoluer dans mon chemin spirituel, mais mon mari suit pas. Oui, parce que le couple demande à évoluer ensemble. C'est pas la spiritualité qui vous fait évoluer ensemble. C'est où est-ce qu'on va ensemble. C'est l'honnêteté, tu vois. Avec Jérôme, on pratique l'authenticité radicale. Il y a des endroits... là, on va faire un prochain podcast où on va partager ce qu'on a traversé. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, ce qui est devenu notre normal, justement, c'est des endroits... Les gens, quand ils nous regardent, même moi, je suis émerveillée de ce qu'on vit dans notre couple, qu'on transmet aux couples qui nous accompagnent. Ou même aux gens qui veulent être en couple ou autre. Alors, tu sais, aujourd'hui, pour répondre à ta question, pour que tu puisses évoluer sereinement dans ton couple, si vous n'en êtes pas au même endroit, financièrement, spirituellement, etc., la meilleure façon de le faire, c'est une authenticité radicale. Mais pour qu'il y ait une authenticité radicale, il faut savoir le faire. Moi, quand je vais voir mon mari, Géraud, et que je suis en authenticité radicale, je vais lui dire, OK, là, je vois aujourd'hui que je me suis menti. En réalité, je ne supporte pas te voir souffrir parce que ça me fait souffrir moi. Donc, en réalité, moi, je crois que je fais les choses pour toi, mais en réalité, je suis en train de les faire pour moi. Et pendant que je suis en train de les faire pour moi, en me faisant croire que je le fais pour toi, je nous mens à tous les deux. Et dans quelques temps, si je continue à faire ça, notre couple va casser. Pourquoi ? Parce que je mens. C'est ça le mensonge. C'est pas les infidélités, les trucs comme ça. Ça, c'est très facile pour nous de lever ça. D'ailleurs, je vous invite vraiment, si vous êtes des entrepreneurs, entrepreneuses aujourd'hui qui vivez de l'infidélité, soit vous, soit avec l'autre, venez nous voir avant. Parce que y a énormément de couples aujourd'hui, des familles entières qui ont été sauvées. Parce qu'en fait, c'était pas l'infidélité, c'était pas ça. Il y a des choses qu'on n'imagine même pas qui sont cachées derrière. C'est d'une finesse. Okay. Et j'ai hâte de pouvoir partager ça au monde entier. J'ai hâte de pouvoir partager en fait avec des âmes. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Pourquoi est-ce que telle personne, elle vit ce qu'elle vit ? Je pense à des gens qui sont en prison. Je pense à des gens qui vivent des maladies graves. Je pense à des gens en fait qui vivent des injustices répétées alors que ils méritent pas ça, tu vois. Et ils comprennent pas pourquoi ils les vivent. Eh bien parce que derrière, il y a des mécanismes, des ficelles, des loyautés invisibles qui demandent à être mises en lumière. Et ça fait partie du chemin de l'âme. Donc, peu importe la question qu'on me posera aujourd'hui, parce que les femmes qui viennent me voir aujourd'hui, ou les âmes qui viennent me voir aujourd'hui, elles viennent parce qu'à un moment donné, dans leur vie, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et les 3/4 du temps, c'est le sens et le couple. C'est 2 choses qui reviennent tout le temps, tu vois. Mais derrière, ça pourrait être l'argent, ça pourrait être les enfants, ça pourrait être... Oui, après, quelle que soit la forme que ça prend. Je comprends. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? On avait un agenda quand même au départ, avec des questions et tout. C'est deep en même temps. And I was like, damn. Merci beaucoup, Anissa. Merci à toi. Beaucoup pour tes partages. OK, ça, on l'a couvert aussi. OK. Il y a des femmes qui se sentent seules dans leur expansion. Qu'est-ce que tu veux leur dire là, maintenant ? Que c'est logique. Quand on est une femme dans sa puissance, quand on est une femme qui aujourd'hui a peut-être développé un business qui est puissant, les 3/4 du temps, elles se sont faites seules. On se fait jamais seule. On se fait jamais seule. Hein. Mais derrière, elle a dû compter sur elle-même. Et quand on a des femmes qui sont puissantes comme ça, si on regarde leur enfance, ce sont des femmes en fait qui ont soit à un moment donné ne pouvaient pas compter sur les parents, donc elles ont dû compter sur elles-mêmes, peu importe la raison. Et donc quand elles
upgrade à un moment donné et qu'elles sont tellement dans cette puissance-là, elles n'ont pas d'espace safe dans lesquels elles peuvent déposer. Est-ce que tu dirais que leur sécurité à elles, c'est de toujours revenir à elles-mêmes et elles toutes seules, de gérer elles toutes seules, et que ça, c'est sécurisant pour elles, que ça, c'est familier quelque part, donc sécurisant pour elles, donc elles n'arrêtent pas de dire non, c'est pas ce que je veux, mais en même temps, elles reviennent sur ces rails-là, en fait. Leur train reprend ce chemin-là. Est-ce qu'elles sont obligées d'attendre à un moment où ça fait plus mal de rester là où elles sont que de changer pour enfin, en fait, vivre ce qu'elles disent vouloir vivre? Je pense qu'on a les deux profils. Il y a un profil de femme qui va vraiment prendre sur elle encore et encore et encore parce qu'elle pense être sa propre ressource parce qu'elle l'a vécu jusqu'à maintenant, comme je dois compter que sur moi-même. Et donc, elle continue comme ça, mais en réalité, ça ne dure pas dans le temps, il faut le dire. Il y a soit une maladie qui vient, soit un enfant à un moment donné avec qui il y a une rupture. Il y a toujours un élément qui vient parce que après, c'est du contrôle et donc c'est une blessure. Et la blessure, elle n'est pas faite pour durer dans le temps, elle est faite pour être vue et aimée. C'est comme ça qu'on la guérit. Donc, il y a des femmes qui durent comme ça beaucoup plus longtemps que d'autres. Elles vieillissent avec un peu plus de sagesse, soit aigrie. Tu vois, c'est l'une ou l'autre, là. Tartac. Voilà, tartac. Mais sinon, il y en a d'autres, et je pense qu'elles nous ressemblent peut-être un peu plus à toi et à moi. C'est quand on arrive dans certaines sphères financières ou une certaine sphère de notoriété. Je crois qu'il y a une sagesse qui vient avec ça parce qu'on a tellement vécu de choses qu'on sait qu'il faut aller chercher en fait l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui peut nous accompagner. Nous, on est vraiment on peut dire, quand on est une femme d'affaires, on est dans la rentabilité. On veut vraiment aujourd'hui aller voir quelqu'un qui nous comprenne très rapidement. D'ailleurs, en général, elles sont impatientes. Moi, je suis impatiente. C'est quand je vais voir quelqu'un pour une problématique, je lui dis pas plus de 3 slides, pas plus de 3 questions. Je veux une réponse à mes questions, tu vois, rapidement. C'est pour ça que moi, mes premiers rendez-vous, ils sont très fast, tu vois. En quelques minutes, parfois, je peux régler quelque chose qu'elles se trimballent depuis 20 ans, tu vois. Mais si c'est trop long, elles ont pas le temps de ça. Par contre, elles sont prêtes à ça. Et moi, c'est plutôt celles-là, mes clientes, tu vois. Elles viennent en général, et c'est les tiennes aussi, j'imagine. Elles viennent, elles veulent avoir des réponses, elles veulent de l'expertise. Et après, elles veulent des endroits où elles reviennent. Les 3/4 des femmes avec qui j'évolue par la suite, une fois que je les ai accompagnées, on se prend des tea time dans les palaces. On passe un moment ensemble. On veut avoir des discussions deep. On veut avoir, en fait, des relations avec nos maris, avec nos enfants qui sont deep. Moi, les relations que j'ai avec mes parents aujourd'hui, avec mes enfants, j'étudie ça de l'intérieur pour le livrer par la suite et je le livre à mes clients. Je leur dis, OK, là, ça me fait penser, c'est relié, parce qu'on va arriver à la fin du podcast tranquillement, mais c'est relié à ce que tu me disais. La première chose, c'est se guérir soi. La deuxième chose, c'est apprendre à l'autre à se guérir soi-même. Et il y a une troisième partie où il s'agit de maintenir là, cet espace-là. Tu as quelque chose de nouveau qui arrive. Est-ce que tu vas en parler maintenant ou est-ce que tu veux garder le secret? T'as senti un peu mon énergie quand tu as dit ça? Il y a plein de choses qui arrivent parce que j'ai fait un mouvement là ces derniers mois sur mes réseaux sociaux. J'ai vraiment changé d'énergie. Il y a eu un stop. Et je ne pouvais plus faire un pas de plus. C'était vraiment... Je ne pouvais plus faire autre chose qu'être pleinement moi-même, à 100%. Et ça fait des années, en fait, que c'était en maturation. Et quand il y a eu ce mouvement, ça a été un vrai vide. C'était très complexe à ce moment-là, même si c'était très aligné. Yes. C'est important de le dire, parce que quand on est en business, on le voit, mais chez les guérisseurs, c'est pareil. Quand en business, on prend une décision qui est radicale, on tourne comme ça sa barque, et qu'on se dit « Ah, mais là, je connais pas cette direction. » Mais à ce moment-là, je sais que c'est cette direction-là que je dois prendre. C'est une certitude, tu vois. Et effectivement, aujourd'hui, je le sais, parce que je suis déjà plusieurs mois après. Effectivement, aujourd'hui, j'ouvre des espaces pour justement le club. Il y a le club qui arrive, le club des femmes qui sont dans leur puissance et qui veulent des espaces safe comme ça, qui veulent des espaces safe dans lesquels on vient, on échange, mais aussi on a les outils pour pouvoir incarner pleinement sa mission de vie. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, j'accompagne en fait les célébrités de leur domaine, en fait. J'accompagne les stars de leur domaine. Il y a des gens que tu connaîtras jamais, mais qui sont stars dans leur domaine, que tu vas retrouver dans le club, tu vois. Et on se retrouve parce qu'on a besoin de se nourrir. Et aujourd'hui, on est face aux leaders, en fait, éclairés de demain. Il y a une humanité à préparer.
Tu vois, il y a une humanité en fait à qui on va transmettre, et les leaders aussi doivent pouvoir se réunir ensemble parce qu'il y a des fréquences à maintenir ensemble. Mais pour ça, il faut avoir un degré de conscience, et ce degré de conscience, il faut qu'il s'acquiert à un moment donné. Donc moi, j'accompagne déjà dans un premier temps ces degrés de conscience, et après on se retrouve dans le club pour pouvoir continuer ensemble à brainstormer et à vraiment s'élever ensemble. Donc moi, je suis garante de ce cadre-là. Et la deuxième chose qui arrive, et ça aussi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, moi j'en suis arrivée à la partie de ma vie où je vais transmettre. Parce que pour moi, je faisais de l'enseignement depuis des années. J'étais pas prévue d'être enseignante. Moi, j'étais banquière à la base, organisatrice de mariage. Je me retrouve mentor spirituel, où les gens viennent me voir pour que je leur transmette ce que j'ai reçu. Donc, je suis devenue enseignante. Et à un moment donné, c'est bizarre, mais je l'ai pas vu venir. Les gens me disent, mais Anissa, comment on fait pour faire ce que tu fais? Les gens m'ont vu en live. Comment tu arrives à... C'est quoi cette technique que tu as mis en place? Je ne savais même pas que j'avais mis une technique en place. J'avais tellement cumulé de data, tellement d'entraînement, que ça devenait tellement facile pour moi. Et parfois, je regardais les gens, je leur dis, mais t'as entendu? Mais tu l'as vu? Et puis, je voyais que personne ne voyait ce que je disais. Et c'est ton niveau d'expertise qui s'affine. Bien évidemment. Et ça devient tellement naturel. C'est comme respirer. C'est-à-dire, quelqu'un parle, j'entends tout ce qu'il dit. Ça va très, très vite. Et je me suis dit, d'accord, les gens me demandent ça. Et les gens me demandaient, mais vraiment, s'il te plaît, Anissa, on veut devenir healer comme toi. Et c'est là où j'ai créé le programme qui est en cours. Là, il va sortir là, dans quelques jours. Je pense que même quand le podcast sera sorti, ça se trouve, il sera sorti, où je vais accompagner entre 10 et 20 healers pendant 9 mois, une naissance, où je vais leur apprendre d'abord. Ils vont aller guérir ce qu'il y a à guérir chez eux, avec le transgénérationnel, l'énergétique, tout ça. Après, ils vont apprendre à transmettre, parce que le propre d'un guérisseur, ce n'est pas de guérir les autres, mais c'est de réveiller la guérison qui est chez l'autre. Et enfin, la troisième partie, ce sera incarner pleinement sa mission de vie au service de cette nouvelle humanité, parce qu'on va en avoir besoin. De toute façon, les healers sont en place actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que les espaces dans lesquels on est arrivé aujourd'hui, toi et moi, on cherche ces espaces-là. On les veut, et on n'a pas le temps, pour clôturer la question de tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on est une femme puissante, on n'a plus le temps, en fait, de dire, ah oui, d'accord, en fait, je vais d'abord attendre de trouver quelqu'un et tout. Non, quand on est une femme dans sa puissance, moi, aujourd'hui, je vais voir quelqu'un, je vais voir un technicien, je vais voir, en fait, je sais que je veux les meilleurs de leur catégorie, parce que je suis déjà dans ma fonction de service, je suis dans ma mission de vie. Donc, tout ça, ce sont juste des moyens au service, en fait, de ma mission de vie. Donc, on a raccourci le process. Par contre, il faut pas confondre, et c'est important qu'on le dise quand même avant la fin, c'est une phrase d'un cours en miracle dit « La guérison est immédiate, mais elle prend du temps ». Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça, parce que j'ai des entrepreneurs ou entrepreneuses qui viennent me voir aujourd'hui et qui me disent « Oui, alors nous, ce qu'on veut, c'est de la guérison rapide ». Et je leur dis « Oui, moi, je peux te faire... on peut aller ouvrir un nœud, tu vois, très rapidement. » Je l'ai fait il y a 10 jours avec un entrepreneur. Et je raconte l'histoire juste avant qu'on parte, parce que ça va être important. Mais derrière, il me dit « Mais maintenant, moi, je veux guérir vite ». Je dis non, ça c'est l'arnaque du développement personnel et de la spiritualité. Quand on veut guérir vite, en réalité, ce qu'on est en train de dire, s'il te plaît, Anissa, fais en sorte que je ne souffre plus. La souffrance n'est pas nécessaire. Mais si on cherche à s'en débarrasser, alors qu'il y a quelque chose qui demande à être vu, voilà, on n'a pas le temps d'intégrer, et ça veut dire que c'est récupéré par l'ego. Et il y a de nombreuses personnes qui passent par là. Et moi, c'est pas ce que j'offre. Et donc, cet entrepreneur, je l'ai accompagné parce qu'il était parti, juste pour qu'on comprenne comment ça marche, il était parti dans le désert pendant une semaine, et il avait eu mal au ventre, intoxication alimentaire pendant une semaine. Il s'est trimballé ça du début jusqu'à la fin. Et moi, je le rencontre à la fin de son séjour. Et il me dit, voilà, j'ai mal au ventre et tout. Et je suis, ok, tu veux qu'on travaille là-dessus? Je sens que j'ai un appel. Je dis, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Il me dit oui. Je suis à côté de lui. Donc, bon, il y a toute une technique que je transmettrai au healer. Et je lui pose la question, parce qu'il y a un énergétique à poser en place et tout. Il y a les questions, l'art de poser les questions et autres et tout. À un moment donné, je lui dis, ça a commencé quand? Il me dit, je me souviens plus. Je crois le premier jour. Ok, donc ça fait 7 jours que tu te trimbales quand même un mal de ventre. Donc, il n'a pas pu profiter de son séjour, etc. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Rien. On a eu juste 8 heures de voiture. Ok. Qu'est-ce que ça représente, 8 heures de voiture pour toi? Rien, parce qu'énergétiquement, tu sens les choses. C'est ça qu'on va apprendre à faire. Et donc, il me dit, rien de spécial. Non, je vois pas de quoi tu me parles, etc. Je dis, ok, 8 heures. Tout. Est-ce que par hasard, les 8 heures de voiture t'ont fait chier? Bah oui. Ok. Ton intoxication alimentaire, elle vient de là. Il me dit, mais je vois pas pourquoi. Je dis, qu'est-ce que ça représente 8 heures pour toi? Il me dit, je me suis ennuyée. Ok, tu répètes cette phrase. Ok, pour moi, l'ennui, c'est la mort.
Et il me regarde, mais je comprends pas. Ça résonne pas chez moi. Répète juste la phrase, c'est tout. Donc, il y a tout un système comme ça. Et au bout de quelques minutes, il va avoir un joli RAW qui va se dégager et un apaisement total. Et puis, l'intoxication est terminée. Donc, on n'est pas obligé de garder une intoxication pendant une semaine. Quelqu'un qui apprend à faire cette technique, que ce soit un entrepreneur ou un guérisseur, à un moment donné, en fait, il va détecter ça chez lui. Et il peut s'en servir dans ses équipes, il peut s'en servir partout. C'est pas un sujet. Hein. Donc, aujourd'hui, on a l'occasion, peut-être, pour notre humanité, de retrouver ses pouvoirs, en fait. On a un pouvoir, non pas pour dominer l'autre, mais pour vraiment vivre avec l'autre, en fait. Le lien qui nous unit, qui est beaucoup plus profond, qui est l'amour. I like this. C'était pas mal comme fin, ça. Hein. Ça fait vraiment... J'ai hâte pour la prochaine. Oui, il va y avoir d'autres podcasts. On avait plein de... Voilà, c'est notre format. Donc, c'était l'épisode Oser l'amour, d'accord, avec Damel Amani. Damel, j'avais fait un mix, tu as vu. Amel, si on veut te retrouver, on peut te retrouver où? On Instagram, Wealth Reminders. Ok, Wealth Reminder, j'adore. Des rappels de richesse. Les rappels de richesse, comment c'est bon ça. Les rappels de richesse, je rappelle que Amel m'a accompagnée, en fait, vraiment dans le passage où je suis passée dans le wealth, justement, ça a été un passage très, très important dans ma vie. Donc, si vous êtes dans ce passage-là, dans cette contraction, comme elle l'appelle, c'est elle qu'il faut aller voir, d'accord? Pour les autres sujets, vous savez où nous trouver. En tout cas, on espère, énergétiquement que ce podcast vous a servi à l'endroit où vous en avez eu besoin aujourd'hui. Et rendez-vous au prochain épisode de Oser l'amour.